Bienvenue sur Zirema. Zirema vous souhaite une bonne écoute. Vous allez écouter Deux capitaines d'industrie se racontent. Auteurs Paul Camonnier-Faucam et Gervais Kofi-Diondo. La version audio de ce livre a été éditée par les éditions Zirema. Avant-propos. Nos rencontres ont généralement eu lieu lors des conférences et dans les halls d'attente d'aéroports. Nos discussions ont souvent porté sur le devenir de l'Afrique et des Africains, sur le rôle de l'entrepreneur dans le processus de développement de l'Afrique et surtout sur l'épanouissement de l'entrepreneur africain dans son continent. Nous savons que nos expériences sont différentes, de même qu'est significative la différence d'âge. Mais nos manières de vivre les périlleuses batailles de capitaines d'industrie africains et de subir les tracasseries de toutes sortes sont si semblables qu'on serait en droit de penser que tout a été conçu dans un même laboratoire, pour être seulement exécuté par des bourreaux différents, ici et là sur le continent. Nos échanges d'expériences de guerriers sur les champs de bataille économiques nous ont permis de nous rendre compte que, malgré nos légères différences culturelles, nos réseaux d'information et nos grilles de lecture différentes, nous ne manquions aucune occasion de puiser des forces dans nos vécus douloureux respectifs, de nourrir notre capacité à persévérer devant de nouvelles difficultés, de supprimer le mot « échec » de notre langage et surtout de nos pensées. Car persuadés que l'échec n'existera que le jour où nous aurons signé l'acte d'abandon. Nous avons constaté, à notre plus grande stupéfaction, que la grande majorité des États africains considèrent que la sécurité militaire et la sécurité des populations l'emportent sur la sécurité économique de leur pays et de leurs citoyens. Quelle leurre! Nous avons constaté, tous les deux, que les entrepreneurs africains sont des laissés-pour-compte, alors que leurs homologues des autres continents sont soutenus de façon permanente par leurs États respectifs. Nous avons constaté que le capitaine d'industrie africain est souvent en panne de vision et de persévérance. Nous avons constaté que l'entreprise africaine fait tous les jours face au défi d'exister. Nous croyons que chaque capitaine d'industrie doit penser avant d'agir afin d'éviter le piège du suivisme et de la justification de l'échec qui l'empêche d'être lui-même et de mener son navire à bon port, en grand commandant. Nous croyons que l'Afrique, aujourd'hui champ de ruines et de misère, peut être transformée en un îlot de prospérité, en un espace où il fait bon vivre, par l'action de ses créateurs de richesses, tant matérielles qu'immatérielles. Nous croyons que le capitaine d'industrie, pour survivre dans cet espace guerrier, doit vivre en permanence au futur pour être capable d'anticiper sur les changements des besoins de la clientèle, sur les rapides transformations inhérentes à ce monde plat. Nous croyons qu'aussi longtemps que l'entrepreneur, principal créateur de richesses et d'emplois, continuera à être abandonné à lui-même, l'Afrique ne sera jamais transformée en ce havre de prospérité dont nous rêvons tous, mais restera un véritable champ de misère où va croupir une armée de mendiants pourtant assis sur une mine d'or. Nous croyons que le savoir est non seulement la principale source de richesse, mais également une source inépuisable de cette richesse, que l'avenir de l'Afrique passe par un accroissement permanent de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Nous croyons tous les deux que l'égocentrisme du monde actuel est la source nourricière de la violence, du radicalisme et surtout de la paupérisation. Nous croyons tous deux que la mondialisation peut être une chance pour l'Afrique qui a accumulé un retard. Dans nombre de domaines, car avec les technologies de l'information et de la communication, le savoir et le savoir-faire sont mis à la disposition de tous ceux qui veulent les utiliser ou s'en servir, le savoir et le savoir-faire étant très vite partagés entre plusieurs milliards de personnes en quelques fractions de secondes. Nous croyons tous les deux que la plus grande richesse que l'homme possède se trouve entre les deux oreilles et que malheureusement, les plus intelligents d'entre nous, les savants, n'ont pas pu utiliser plus du tiers de cette mine durant leur vie respective sur Terre, malgré les grandes découvertes qui facilitent nos vies. Par conséquent, l'homme recèle encore d'énormes potentialités de changement et de croissance. Nous sommes convaincus tous les deux que l'entreprise est le lieu de création de richesses par excellence, qu'elle doit être protégée et entretenue, qu'elle est abandonnée à elle-même dans ce champ de bataille ouvert qu'est l'Afrique des anciennes colonies, l'Afrique des damnés de la terre, l'Afrique dépourvue d'âme et de culture. Nous sommes convaincus tous les deux
que le monde économique est un véritable champ de bataille où se confrontent les armées économiques, entreprises, de puissances et de tailles diverses, venant de tous les continents, que l'entreprise africaine est privée du soutien de son État, pourtant garant de la sécurité des personnes et des biens, dans un espace de souveraineté. Cet État qui se contente de prélever les impôts en oubliant de protéger l'arbre fruitier, entreprise, favorise de ce fait le chômage et la paupérisation de son peuple, mais aussi l'exploitation du continent par des puissances économiques étrangères, laissant ainsi un continent appauvri, surexploité, délabré aux générations futures. Nous croyons aussi qu'un réveil africain est possible, à condition que les princes africains se débarrassent de leurs complexes multiformes pour favoriser la restauration de la dignité africaine, nécessaire à notre propre existence en tant que continent, qui peut peser dans ce monde global. Malgré l'absence de concertation entre nous dans les années 80, nos expériences et connaissances respectives nous ont permis de réaliser chacun, en ce qui nous concerne, que la banque est le moteur de toute création de richesse, donc de tout développement économique, et qu'elle est le seul instrument susceptible de libérer les énergies créatrices de chaque Africain et de tout le continent. Enfin, notre conviction commune est faite. L'homme est le seul responsable de sa vie. Il est le seul à décider de ce qu'il sera ou de ce qu'il ne sera pas. Dès lors, l'avenir de l'Afrique dépend de ses fils et filles et non d'un autre pays ou d'un autre continent. Notre agenda commun est de mettre à la disposition des jeunes générations d'entrepreneurs africains les armes de combat pour exister dans ce champ de bataille qu'est le monde économique global, dans cette jungle économique où le savoir est l'arme la plus redoutable, où l'innovation est l'ingrédient indispensable pour la survie, où aucun répit n'est permis, où l'éveil est une obligation de survie. Nous convenons ensemble qu'il n'y aura ni réussite sans échec, ni victoire sans bataille. Dès lors, le jeune entrepreneur doit s'armer de la seule certitude que demain est incertain et que la réussite appartient uniquement aux esprits bien préparés. Si nous ne portons pas le même jugement sur tous les faits et événements, nous nous rejoignons en revanche dans l'ambition commune qui est déroulée dans les lignes qui suivent. Chapitre 1. L'entrepreneur africain face au défi d'exister par Paul K. Fockham. L'entrepreneur, particulièrement l'entrepreneur africain, est en permanence face au défi d'exister avec une différence de perception abyssale entre l'Afrique et l'Occident. En Afrique, lorsqu'il réussit, tout est mis en œuvre pour qu'il échoue. En Occident, lorsqu'un entrepreneur échoue, tout est mis en œuvre pour qu'il réussisse. Ma conviction est que l'entreprise est la principale source de création de richesse, qu'elle détient le pouvoir de décider du futur et surtout de transformer la nature, qu'elle reste la meilleure manière de servir l'Afrique pour restaurer sa dignité. En 1993, paraissait aux éditions L'Harmattan mon tout premier ouvrage au titre très évocateur, L'entrepreneur africain face au défi d'exister. J'avais mené des enquêtes sur la condition de l'entrepreneur dans certains pays africains. Ma conclusion était amère, à savoir que l'entrepreneur africain est un soldat sans armes. Mais des amis m'avaient dissuadé d'afficher cette conclusion d'entrée de jeu, à la première de couverture, comme titre de l'ouvrage. Je m'étais alors contenté d'un titre qui montrait que cet acteur du monde économique avait son mot à dire, qu'il avait la possibilité de transformer sa situation déplorable en défi, de chercher en lui les raisons d'exister avant d'entrer en guerre, car s'y engager alors que les préalables n'étaient pas réunis me semblait aller combattre avec son cercueil en main. 25 ans après, au moment où je sollicite mon ami et frère aîné Gervais Kofi Djondo pour mener une réflexion sur la condition de l'entrepreneur africain, il me revient à l'esprit cette image du soldat sans armes qui veut mener une guerre sans avoir préalablement acquis les armes essentielles que sont le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire n'est pas nécessairement le produit d'une formation classique dans une école conventionnelle, mais plutôt la résultante d'une formation technicienne acquise dans le temps et dans l'espace. Le savoir-être, quant à lui, est l'enracinement dans un contexte culturel et une transformation du mental en esprit de joker. Depuis 1993, que de guerres menées sans victoire.
Un an seulement après la publication de mon ouvrage, l'entrepreneur africain de la zone franc essuya un revers historique, la dévaluation du franc CFA, qui engendra le désastre des économies africaines de la zone. Les petites industries naissantes, déjà fragiles, disparurent. L'inflation détruisit la petite épargne qui avait été constituée. Le chômage devint endémique. Depuis 2016, une autre bombe a atterri dans le camp du producteur africain qui doit désormais faire face à la concurrence des produits à forte valeur ajoutée en provenance de marchés hyper-industrialisés, importés sans droit de douane, dans le sillage des accords de partenariat économique signés avec l'Union européenne. Les conséquences de ces accords sont multiples. La destruction systématique du faible tissu industriel, reconstitué après le désastre de 1993, l'élimination de petites exploitations agricoles, l'étouffement de notre agro-industrie, conséquence de l'économie d'échelle dont jouissent leurs concurrents venus de l'Occident. Création de nouvelles taxes en compensation des recettes douanières perdues, lesquelles taxes pèsent sur les épaules de la PME locale, grevant ainsi lourdement les coûts de production. Ces accords de partenariat au plan stratégique ont pour but de barrer la route à la concurrence des pays asiatiques, de certains pays d'Amérique latine susceptibles d'offrir à l'Afrique des conditions meilleures pour son développement et pour sa croissance soutenue. Il s'agit de contraindre l'Afrique à se maintenir dans une pauvreté permanente, d'organiser son sous-développement perpétuel afin de mieux tirer profit des richesses du sol et du sous-sol du continent, ainsi martyrisé, exploité sauvagement, appauvri et abandonné ou reconquis. Le pillage de l'Afrique ne se limite pas à ce qui vient d'être dit plus haut. Il s'étend avec plus d'acuité à la distribution des terres arables. Le continent africain possède 60% des terres arables non exploitées dans le monde. Ces dernières années, des pays étrangers ont acheté d'immenses étendues de terres en Afrique. Quand on sait que ces opérations ont pour but de nourrir les marchés des pays acquéreurs et non les populations africaines, il y a lieu de craindre pour le producteur africain. Si rien n'est fait, celui-ci ne pourra même pas être capable d'accéder aux terres arables pour nourrir sa population qui progresse rapidement et qui devrait atteindre le cap de 2 milliards en 2050. En ce qui concerne les appels d'offres internationaux, les conditions sont toujours définies avec des termes de référence occidentaux. L'une de ces conditions, la plus flagrante, l'expérience internationale, exclut de fait le jeune entrepreneur africain de la course. À sa naissance, comment peut-il déjà avoir une expérience professionnelle et, au mieux, internationale? Il ne pourra jamais remporter de contrat puisqu'il faut bien commencer quelque part pour un jour disposer d'une première expérience puis d'une deuxième, etc. Afin de préserver l'équité, on aurait pu prévoir une clause de 5 ans d'expérience nationale, sachant qu'une telle condition est plus ou moins accessible et peut garantir l'espoir d'une compétitivité locale et internationale dans le moyen terme. Quand on ajoute à cela le fait que les normes exigibles sont occidentales, on se rend compte que l'entrepreneur occidental bénéficie de toutes les conditions favorables pour gagner les marchés chez lui, mais aussi en Afrique, en excluant toute initiative africaine. Le plus grave est que la perception de l'entreprise dans son propre milieu est ambiguë. Une étude que nous avons menée auprès d'un échantillon de 10 000 personnes de moins de 60 ans à travers l'Afrique révèle une perception impensable de l'entreprise qui peut se résumer en 3 grands mots: cruauté, jungle, esclavagisme. La société perçoit l'entreprise comme une cellule cruelle. Mes recherches m'ont permis de réaliser que cette perception est la résultante d'une série d'idées préconçues qui remontent à l'avènement du syndicalisme au XIXe siècle avec la révolution industrielle, perception renforcée par les doctrines marxistes et léninistes. En effet, au nombre des héritages de ces deux figures de la pensée du XXe siècle, l'on peut citer la structuration de la société en 2 composantes, les prolétaires, d'une part, et les capitalistes, d'autre part. Les prolétaires sont considérés comme le groupe spolié, tandis que les détenteurs de capitaux sont vus comme les exploitants de l'homme par l'homme. D'où l'appel de Marx, adressé à tous les prolétaires du monde entier, à s'unir pour écraser les capitalistes, appel qui a donné naissance aux révolutions soviétiques et chinoises, donc à un nouveau type de système économique, l'économie communiste,
en réaction à l'économie capitaliste. L'économie communiste est basée sur un principe simple, à chacun selon ses besoins. En réalité, cela veut dire que l'économie, dans un espace donné, doit pouvoir satisfaire tous les besoins de chaque agent économique. Quel leurre! L'économie capitaliste, pour sa part, est basée sur un principe tout à fait différent, à chacun selon ses efforts, ce qui correspond le mieux à la réalité du monde global, où la compétition est de plus en plus féroce. C'est ce qui explique la prééminence du système capitaliste sur le système socialiste et surtout l'introduction d'une grande dose des principes capitalistes dans l'économie socialiste afin de garantir sa survie. Dès lors, l'entreprise a cessé d'être une cellule où fourmillent les différents talents de production de biens communs pour devenir une cellule de cruauté. La société perçoit également l'entreprise comme une jungle. La jungle est une forêt peuplée d'animaux sauvages et féroces, où les plus forts imposent leur volonté aux plus faibles et, au besoin, les dévorent. Cette perception est si loin de la réalité de l'entreprise qu'elle explique en partie les raisons de l'échec de l'entreprise africaine. L'entreprise moderne étant une cellule combattante où abondent divers talents, travaillant pour un avenir meilleur pour tous et où chacun récolte selon ses efforts. L'entreprise perçue enfin comme une cellule esclavagiste. L'esclavage est la forme la plus odieuse d'exploitation de l'homme par l'homme, et l'Afrique l'a subi pendant plusieurs siècles. Les différentes formes de ce commerce, transsaharien et transatlantique, ont duré si longtemps, respectivement 4 et 13 siècles, qu'elles ont laissé des stigmates dans les consciences. Dans le cas de l'entreprise, vous avez vous-même rédigé une demande d'emploi. Engagez les démarches nécessaires pour être recruté dans une entreprise. Dans certains cas, vous êtes passé par les mailles d'un test ou d'un concours sélectif. Dans d'autres, par des démarches et lobbying importants pour avoir le poste. Vous gardez votre liberté d'aller ou de ne pas aller chaque matin au travail, de démissionner à tout moment avec ou sans préavis. Enfin, vous êtes protégé par un arsenal juridique qui vous permet d'exprimer votre liberté. Dès lors, il devient difficile de comprendre le label esclavagiste collé au mot entrepreneur. Malheureusement, c'est un cliché social, et l'entrepreneur doit s'y préparer et ne jamais oublier ce dicton populaire. Si tu fais du bien à quelqu'un, ou c'est trop, ou ce n'est pas assez, et dans tous les cas, tu paieras cher. Malgré le climat social très au point que j'ai défini au sein de nos entreprises, malgré les conditions d'épanouissement mises en œuvre, malgré les conditions de formation et de travail très favorables à la promotion de chaque individu et du groupe tout entier, l'entreprise a continué à avoir une mauvaise presse parmi certains employés paresseux et peu productifs et, dans une certaine mesure, sur le public africain tout entier. Comment est-il possible qu'une personne ayant ses pleines capacités puisse décider de détruire sa source nourricière qu'est l'entreprise? En réalité, c'est la conséquence d'un environnement façonné par la facilité, la corruption, le clientélisme politique qui crée artificiellement des riches sans effort, qui favorise une société transformée en parc de loisirs, où les vacances toute l'année sont devenues la valeur cardinale, où le travail est considéré comme une punition, où la persévérance est considérée comme une tare. On retrouve ainsi un environnement qui a refusé d'évoluer vers les changements d'attitude et de mentalité. En effet, on est aujourd'hui à la 3e génération du concept d'employé. La première génération était celle de la subordination, la 2e génération fut celle de la collaboration. La 3e, celle d'aujourd'hui, est celle du partenariat. Elle fait de l'employé un partenaire privilégié de l'entreprise. Celui qui doit partager avec les autres partenaires, que sont l'État et les actionnaires, les fruits de mise en commun des moyens devant accélérer la croissance de l'entreprise dans un esprit de win-win game. L'Africain est resté à la première génération qui était nourrie de la pensée communiste en voie de disparition. Mais tout cela ne doit pas empêcher un entrepreneur de poursuivre sa mission, de réaliser son rêve. Au contraire, cela constitue un élément motivant pour exceller dans la recherche du bien-être commun. Le deuxième constat est la perception de l'entreprise par les princes qui nous gouvernent. L'État africain francophone n'a pas changé sa vision de l'entreprise. Encore largement tributaire de la mentalité de la fonction publique,
les dirigeants politiques continuent de considérer l'entreprise comme un espace d'agrégation de la puissance, de telle sorte qu'ils se méfient instinctivement de tout entrepreneur qui crée des emplois. C'est un dynamisme qui leur fait peur. Cette perception de l'entrepreneur comme futur concurrent politique, comme quelqu'un qui va mobiliser de l'argent pour viser le pouvoir politique, est étonnante. Or, l'État est le partenaire super privilégié des principaux partenaires que compte l'entreprise moderne, à savoir les apporteurs de capitaux, actionnaires, les apporteurs de la force de travail, les employés, et l'apporteur de sécurité des biens et des personnes, l'État. Aujourd'hui, on assiste à une perception de l'entreprise privée éloignée de la réalité et nuisible à la création harmonieuse de richesses dont la nation a tant besoin. Au-delà de ces mauvaises perceptions, l'entreprise est un bien commun. En Afrique, l'État, le citoyen, le gouvernement, les employés même de l'entreprise s'accordent pour la définir comme la propriété exclusive de l'entrepreneur. L'État ignore totalement que l'entreprise est la source de ses revenus, que sans elle, il n'aura pas les moyens de remplir ses missions régaliennes, de payer les salaires de ses fonctionnaires. La sécurité de chaque citoyen et de ses biens est assurée par l'État, qui ignore que l'entreprise est la principale source de richesse de la nation, que c'est dans les revenus créés par l'entreprise qu'il puise les ressources nécessaires pour assurer sa mission de protection du citoyen et de ses biens. Le salarié de l'entreprise, même en sa qualité de créancier privilégié, ne se rend pas compte que l'entreprise dans laquelle il travaille est la source principale de sa richesse. La disparition de cette entreprise entraînerait la perte totale ou partielle de sa richesse, lui ôtant de ce fait les moyens de subsistance et le plaisir de jouir de la vie. Elle le mettrait dans une situation de mendicité permanente ou partielle, lui enlevant de ce fait sa dignité. Une entreprise qui ferme les portes représente une tragédie pour toute l'économie. À la source, l'on note le refus de reconnaître le lien entre la richesse de la nation et l'entreprise. L'entreprise est la source de toute richesse. Je propose que l'on change de culture, que l'on voie l'entreprise autrement, qu'on la voie simplement comme ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire la source de la richesse de la nation. Si la richesse de la nation est composée de l'ensemble des revenus produits, il s'avère que l'entreprise est la source principale de toute création de richesse. C'est en fait ce qui explique pourquoi les chefs d'État qui se respectent doivent parcourir le monde entier avec leurs capitaines d'industrie pour soutenir leurs actions dans le processus de création de richesse. C'est aussi la raison pour laquelle, dans les pays ambitieux, qui comprennent le rôle fondamental de l'entreprise dans le processus de création globale de richesse, il est difficile, voire impossible, d'assister à la fermeture d'une entreprise pour non-paiement d'impôts. Connaissant son rôle dans la création et le maintien de l'emploi dans une nation, sa grande contribution dans la formation du revenu national, les conséquences dommageables pour la paix sociale et la sécurité globale, le fisc négocie avec l'entreprise l'échéancier de paiement de ses impôts, donnant ainsi une chance supplémentaire d'éviter la destruction de la richesse nationale qui aura pour conséquence la réduction du train de vie de l'État et de chaque citoyen pris individuellement. Le plus important est que l'entrepreneur prenne lui-même conscience que l'entreprise est une cellule combattante et que pour réussir, il doit mener l'essentiel des batailles et les gagner. Pour y parvenir, il faut que la société entière, toutes les composantes, dans une parfaite synergie, réalisent les défis suivants. 1. Sortir de l'extraversion culturelle. La première source de vulnérabilité de l'entreprise africaine est la domination culturelle. En Afrique, on assiste à la négation de nos richesses culturelles, à l'adoption sans critique des valeurs culturelles occidentales. Le bas blesse, là où en plus de l'adopter, nous considérons la culture occidentale comme l'étalon de mesure de toute valeur culturelle. Or, nous savons que la culture d'une nation est la source nourricière du progrès, la fondation de son existence, le matelas sur lequel repose ce progrès. L'abandon de nos richesses culturelles explique en partie la stagnation du progrès en Afrique, le retard que nous accusons par rapport aux autres continents, et surtout la domination continuelle que nous subissons. Cette mentalité de l'extraversion intellectuelle nous a plongés dans la domination permanente.
nous continuons de croire qu'un expert européen, chinois ou américain débarquera et nous conseillera, nous indiquera ce qu'il faut faire ou ne pas faire. 60 ans après les indépendances, des institutions souveraines, aussi sensibles que la présidence de la République ou le ministère des Finances de certains pays africains, continuent de regorger de conseillers occidentaux. D'aucuns les appellent experts, mais pour être direct, ce sont des espions en mission. Sous le fallacieux prétexte de la coopération, ils accomplissent un agenda préventif de toute déviation, qui pourrait aboutir à l'affranchissement de l'Africain, donc à la perte de l'influence occidentale sur la richesse africaine. C'est encore et toujours notre extraversion intellectuelle qui nous pousse à nous accrocher à l'aide avec la dernière énergie. Nous avons la naïveté de croire que l'argent viendra toujours de l'extérieur. Et pourtant, nous sommes les pays les plus richement dotés, nos sous-sols disposent de ressources qu'il nous suffit de transformer nous-mêmes en valeur ajoutée. Nos ressources humaines sont les plus jeunes et les plus dynamiques. Combien de temps faudra-t-il pour que l'on se rende compte que l'aide permanente nous plonge dans l'esclavage, dans la négation de nous-mêmes, dans un fossé sans fond et même sans fond? Les difficultés que rencontrent les entrepreneurs africains sont dues en grande partie à l'extraversion de la vision politique. Puisque l'on attend tout de l'extérieur et plus précisément de l'Occident, on n'a pas besoin de promouvoir des champions ni de soutenir les PME. Et pourtant, il est nécessaire d'engager une réflexion de fond sur les conditions de l'existence de l'entrepreneur africain. Toute politique de développement économique, qui n'a pas pris en compte le facteur culturel, aboutira à l'indifférence, à l'aliénation et aux dissensions sociales. Ainsi, en Afrique, le peuple est resté en dehors de toute politique de développement. Les responsables des politiques économiques se sont attelés avant tout à l'accroissement de la production et des investissements matériels, sans se soucier des valeurs culturelles qui, seules, sont susceptibles de donner à la production des biens une base solide et durable. Le rejet de notre culture est si profond que lorsque l'activité locale ne peut s'adapter à celle de l'Occident, elle est vite qualifiée de calamité sociale, de frein au progrès et doit être balayée sans pitié. C'est ainsi que les tontines au Cameroun, les associations financières informelles au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Burundi, en Guinée, ont d'abord été considérées comme un frein au développement du secteur financier, et de ce fait de toute l'économie. Et du coup, tous les experts occidentaux s'accordaient pour en recommander la suppression ou l'interdiction. On a vu depuis lors l'intérêt qu'elle représente, tout l'argent qu'elle brasse, au point que les grandes banques occidentales s'y intéressent enfin aujourd'hui. Mais dans quel but? On assiste à de nouvelles réglementations internationales dont le seul but est d'éloigner ces structures de leur mission salvatrice de lutte contre la pauvreté en Afrique. Car cette pauvreté est la raison d'être de certaines organisations internationales en Afrique. 2. Recadrer le rôle de l'État. Je décriais dans mon ouvrage l'intervention de la bureaucratie administrative dans le champ de l'entrepreneuriat. Cela n'a pas changé du tout. Malgré la lourdeur évidente de leurs procédures administratives, les fonctionnaires continuent de se mêler d'entrepreneuriat. L'accès aux indépendances politiques des pays africains s'était naturellement accompagné du souci de mettre fin à la dépendance économique. Les autorités politiques qualifiées dans ce domaine s'étaient intéressées à l'un des écarts les plus frappants entre les économies africaines et celles des puissances coloniales, la production industrielle. En effet, l'industrialisation en tant que clé de transformation économique a été le thème soutenant logiquement les efforts de promotion économique dans l'Afrique des premières décennies après les indépendances. Pour atteindre cet objectif, les dirigeants ont orienté leurs politiques économiques vers les industries ou industries industrialisantes. Très capitalistiques et certainement pas adaptées à la situation du marché dans ces pays, elles ont été sanctionnées par un échec cuisant. Après la période des ajustements structurels, les pays ont renoué avec les plans économiques, dont l'industrialisation est l'un des objectifs affichés. Malheureusement, une fois encore, comme dans les années 70, on pense toujours aux industries lourdes. On comprend certainement le souci de combler le vide laissé par l'absence d'une classe d'entrepreneurs. L'État s'est ainsi cru obligé d'entreprendre dans les secteurs très capitalistiques, exigeant une technique élaborée. Mais cette politique n'a été qu'un gouffre d'argent. Parce que l'État a procédé directement au lieu de faciliter les conditions,
de susciter des vocations entrepreneuriales, en bref, d'armer des soldats économiques. Toute intrusion directe de l'État dans le champ de l'entrepreneuriat est révélatrice d'une confusion de rôles qui anéantit l'entrepreneur privé, car du temps est perdu, des ressources aussi. L'État bénéficie de prérogatives exorbitantes, non seulement parce qu'il est doté du pouvoir législatif et de la fonction de régulation des rapports sociaux, gestion des conflits sociaux, du système de protection sociale, mais aussi parce qu'en sa qualité d'État entrepreneur, il contrôle plus de 60% du secteur économique et maîtrise de ce fait le marché de l'emploi et la politique des salaires. Il va désormais se ranger derrière les syndicats ouvriers pour mieux assommer son concurrent, l'entrepreneur privé. Alors que la bureaucratie administrative et politique joue les entrepreneurs sans produire de résultats palpables, le problème persiste d'âge en âge, à savoir la marginalisation de l'Afrique en matière d'industrialisation. En 2016, alors que la part du continent dans la démographie mondiale est de 15% et devrait être de 25% en 2050, le continent ne revendiquait que 3,3% des exportations mondiales. De plus, la part de l'industrie dans son PIB n'était que de 10%. Malheureusement, à bien voir, la moitié de ces exportations est constituée de ressources naturelles. En définitive, le poids de l'Afrique tout entière dans la production manufacturière mondiale est de 1,1%. En comparaison, celle des pays asiatiques en développement est de 25%. Dans ses rapports avec l'économie et la société, l'État joue un rôle ambigu. Il est juge et partie. Juge parce qu'il est chargé du maintien du consensus social entre les différents partenaires sociaux. Mais l'État est lui-même entrepreneur. Dans presque tous les pays africains, l'État est le grand entrepreneur qui contrôle également la justice, possède la puissance publique, mais aussi entretient un personnel avide ou affamé, ce qui se traduit sur le plan pratique par une pressurisation de l'entrepreneur privé du fait d'une fiscalité trop lourde, inadaptée et mal appliquée. La corruption est pour le fonctionnaire gourmand une arme redoutable contre cet entrepreneur en grande majorité illettré et ignorant tout de ses droits, qui n'existent d'ailleurs qu'en théorie. Par ailleurs, dans les rapports conflictuels de l'entrepreneur avec la masse ouvrière, l'inspection du travail, un service de l'État entrepreneur, considère l'entrepreneur privé comme un protagoniste frileux très attaché à ses prérogatives et hostile à toute évolution sociale. La classe patronale privée est considérée comme la classe spoliatrice, la classe ouvrière comme la classe spoliée, ce qui se solde par des rapports sociaux conflictuels. Dans ces conflits, le salarié est toujours considéré comme la victime des abus patronaux. C'est dans cet esprit qu'un certain nombre de textes législatifs ont été élaborés, en l'occurrence le Code du travail. Les textes sur les différents congés, le nombre d'heures de travail hebdomadaires, les heures supplémentaires, les conditions de suppression d'emploi, etc. Ces dispositions sont une transposition pure et simple de la législation française conformément aux accords de Brazzaville pris en 1944 sous l'égide du général de Gaulle. Les rapports de l'entrepreneur africain avec l'État n'ont rien de commun avec les rapports qui devraient exister entre un arbitre et un joueur, avec la particularité ici que l'arbitre est aussi un joueur pivot. Dans ces conditions, l'entrepreneur privé est plutôt un concurrent de l'État entrepreneur, et les règles du jeu sont faussées à cause de la partialité de l'arbitre. Quelques exemples suffisent pour mettre en évidence cette affirmation. L'interdiction tacite du contrôle fiscal dans les entreprises dont l'État est actionnaire majoritaire ou détient une minorité de blocage, les subventions accordées uniquement aux entreprises publiques ou parapubliques et l'exemption expresse ou tacite de l'obligation fiscale pour la presque totalité des entreprises étatiques. En Afrique, en effet, la plupart des entreprises dans lesquelles l'État a des intérêts bénéficient d'exemptions fiscales de plusieurs manières. Premièrement, si le capital est contrôlé par des intérêts étrangers, avec une participation minoritaire de l'État, et si l'entreprise n'appartient pas au secteur industriel, un acte spécial va lui accorder des exemptions fiscales pour une période de 5 à 10 ans. Si elle appartient au secteur industriel, elle va bénéficier d'exemptions fiscales
pour une période comprise entre 15 et 25 ans, avec possibilité de prorogation. Deuxièmement, si le capital est contrôlé en majorité par l'État en association avec des intérêts étrangers, l'exemption fiscale est d'office accordée soit par un texte à caractère individuel, soit tacitement. En tout cas, peu d'inspecteurs auront l'audace de réclamer des impôts à ces sociétés, et si dans un cas exceptionnel cela se produisait, l'inspecteur concerné recevrait à sa grande surprise une injonction de surseoir à ces manœuvres antipatriotiques. Troisièmement, une entreprise publique non seulement ne doit pas payer des impôts, mais doit recevoir chaque année une subvention de l'État au nom de la politique sociale, comme si l'entreprise privée n'avait pas de rôle social. 3. Réformer la fiscalité, en faire une nécessité et non un fardeau. La fiscalité est un instrument d'incitation économique qui vise la protection de l'homme et des biens, qui permet à l'État de remplir son rôle régalien qui est de protéger le territoire. Or, que constate-t-on dans la réalité? Que l'entrepreneur africain est miné par une fiscalité anti-économique. Ceci parce que la grande majorité des ministres chargés de la fiscalité considèrent que l'économie est au service de la fiscalité et non la fiscalité au service de l'économie. C'est ainsi qu'on a vu apparaître au Cameroun, au Burkina Faso, en Centrafrique, entre autres, une taxe sur le capital qui est un moyen de production, en même temps qu'on élaborait des codes d'investissement en vue d'inciter à l'investissement. Dans presque tous les pays de la zone franc, une taxe sur les instruments de l'épargne est créée en même temps qu'on recherche les voies et moyens pour mobiliser une épargne nationale et la stabiliser, et que les politiques de relance économique sont la préoccupation essentielle des autorités. Or, il ne fait de doute pour personne que l'épargne reste la seule source d'investissement et que l'investissement est le moteur d'une relance économique. Dans les années 50, l'Occident a transformé la société africaine essentiellement épargnante en une société de consommation de biens qu'elle ne produit pas et productrice de biens qu'elle ne consomme pas. Quel paradoxe! Grâce au recours systématique à l'assistance technique étrangère pour résoudre la quasi-totalité des problèmes, pour franchir la quasi-totalité des obstacles, pour apporter la majorité des solutions à leurs difficultés, les Africains ont œuvré à démolir le vieil adage « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». L'entrepreneur africain est un indésirable, de plus généralement considéré comme une sangsue, fraudeur, incivique. C'est sans doute pour ces raisons qu'il fait constamment l'objet de contrôles fiscaux, alors que son homologue expatrié y échappe. La mission première de la fiscalité est de procurer les ressources nécessaires au financement du service public. Malheureusement, en Afrique, elle est devenue une arme tranchante mise à la disposition de l'administration pour réprimer l'entrepreneur. 4. Combattre le complexe africain et le prolongement du colonialisme. Rien n'a changé depuis 25 ans, quand je soulignais que l'entreprise africaine est généralement installée dans un État de dimension moyenne, parfois même un micro-État issu du découpage colonial. Les égoïsmes aidant, il n'a pas été possible de créer un marché commun africain, ni au niveau régional, ni au niveau continental. Il est pourtant facile de constituer de grands ensembles économiques pour créer un marché vaste pour l'entrepreneur africain, ainsi que des dynamiques de spécialisation. En l'occurrence, l'entrepreneur de la CEMAC devrait s'adresser à un marché global sous-régional, à savoir la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, qui compte 145 millions de consommateurs. La CEEAC est l'une des régions les plus dynamiques du continent, avec une croissance moyenne située autour de 5% depuis 10 ans. Avec 120 milliards de dollars d'exportation en 2013, elle représente en moyenne 20% des exportations africaines. Comme le Cameroun et le Nigeria partagent une frontière maritime et terrestre de près de 1500 km, l'on n'aurait qu'à additionner le potentiel du marché de la CEEAC, 145 millions de consommateurs, et celui du Nigeria, 181 millions, pour obtenir un grand marché. Malheureusement, les produits fabriqués dans un pays africain sont en général rejetés par ses voisins à cause des complexes et des égoïsmes inavoués. Ceci au profit des produits de la firme multinationale européenne, chinoise ou américaine,
installées dans un vaste marché national et régional, bénéficiant ainsi des avantages d'économie d'échelle au niveau de presque toutes les fonctions de l'entreprise. Le coût de revient, la fabrication, les achats, la recherche et le développement, la commercialisation, le réseau de services, l'utilisation de la force de vente et la distribution. Dans nos pays, la presque totalité du circuit de distribution est contrôlée par le capitalisme international. Dès lors, tout nouvel arrivant doit persuader ces circuits d'accepter son produit, bien qu'il s'agisse de circuits contrôlés par la concurrence soit directement, soit par le jeu des participations croisées. Devant cet obstacle majeur, l'entreprise africaine se trouve dans l'obligation de créer des circuits de distribution neufs. Mission difficile, sinon impossible, en raison de la faiblesse de ses moyens financiers, du coût de location, de la propriété technologique, brevet, du coût de transfert de la technologie, de la difficulté d'accès aux subventions publiques, etc. 5. Stimuler l'émulation grâce à la promotion des vertus de l'échec. Selon différents contextes, la réussite et l'échec n'ont pas les mêmes vertus, ni les mêmes considérations. Dans la société américaine, celui qui n'a pas échoué 2 ou 3 fois n'est pas considéré comme un homme mûr pour les grandes batailles entrepreneuriales. Dans la société française, l'échec poursuit l'homme presque toute la vie. Dans la société africaine, l'échec met l'homme presque en marge de la société. L'Africain est pire. L'entrepreneur africain qui échoue est stigmatisé. Mais s'il prospère, doit-il payer un lourd tribut à sa communauté? La défaite est une honte personnelle et la prospérité un trophée collectif, un don du ciel pour la communauté. En conséquence de quoi, il doit en partager les fruits avec tous. Se soustraire à cette obligation, c'est entraîner la malédiction collective qui peut aller jusqu'à l'élimination physique. Remplir convenablement cette obligation en satisfaisant tout le monde, c'est renoncer d'abord à son développement personnel, au développement de son entreprise et à sa contribution au développement harmonieux de la nation. Il consacre les fonds nécessaires aux festins, à l'entraide familiale et aux cadeaux divers. La meilleure attitude reste encore de rechercher l'équilibre entre la solidarité africaine d'une part et d'autre part, la promotion et le développement de l'entreprise dont on est responsable. 6. Faire du secteur informel la pépinière de l'entreprise. Aux indépendances, en 1960, les jeunes États africains ont privilégié le secteur moderne dont la mission première était d'assurer un développement transféré, c'est-à-dire une transformation de la société par des structures copiées sur celles des pays développés, juxtaposées aux structures anciennes. Ce secteur était jugé mieux armé pour entraîner le reste de l'économie et assurer un développement rapide du continent. Ce qui crée 2 structures économiques indépendantes, un secteur formel dit moderne et un secteur informel dit traditionnel. Le secteur informel, pour les uns, l'économie illégale, pour les autres, généralement mal définie et supposée difficilement saisissable, est présent dans toutes les branches d'activité et apparaît désormais comme une réalité indéniable et vivace. Il draine plus de 65% de la population active. Je continue de me demander comment des activités aussi importantes ne peuvent recueillir que le mépris des spécialistes. La caractéristique principale du secteur informel en Afrique est que ses règles de fonctionnement sont issues des valeurs, coutumes, croyances ancestrales, en lesquelles l'Occident voit pourtant la source de l'immobilisme. Or, telle est la base de la naissance d'une classe d'entrepreneurs culturellement armés, techniquement entraînés pour soutenir demain la naissance d'une entreprise africaine capable de rivaliser avec son homologue occidental. En réalité, il s'agit d'une vraie pépinière que l'État a intérêt à engraisser, à promouvoir et en favoriser la mutation de l'informel au formel afin d'agrandir l'assiette fiscale. Au contraire du secteur informel, le secteur moderne, plus technicien, soi-disant plus efficace, envié, difficilement accessible à cause de ses coûts, peu adapté aux réalités africaines, est une pure transposition de la société occidentale dans l'économie africaine, avec des règles et modes de fonctionnement conformes à la rationalité européenne. Transposition qui s'est accompagnée d'un refus d'accepter et d'intégrer les valeurs et comportements africains considérés comme rétrogrades. 7. Restaurer la conception historique de l'entreprise africaine, les ateliers de forgerons.
L'activité sociale ne peut être dissociée de l'activité économique. On ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Il faut d'abord gagner avant de dépenser. Malheureusement, l'Afrique a importé de l'Occident une culture qui établit une contradiction entre le social et l'économique. C'est ainsi que de nombreux acteurs politiques estiment que l'activité économique est distincte de l'activité sociale. Ils pensent que le social est une source de dépenses, l'économique une source de richesse, ce qui conduit souvent l'État à concentrer l'essentiel de ses efforts sur le seul plan social, en oubliant que c'est l'activité économique qui est génératrice de ressources, non seulement pour le financement des activités sociales, mais aussi pour sa survie même. La conséquence de ce comportement est que d'un côté, l'activité économique ne survit pas, et de l'autre, l'activité sociale ne peut produire les effets attendus. Considérer le social séparément de l'économique est une idée contradictoire à la culture et à l'identité africaine. L'Africain a généralement considéré que le progrès social nourrit le progrès économique. Le grand défi de l'entrepreneur africain sera de supprimer ces contradictions entre le social et l'économique. Nous y parviendrons dès lors que les entreprises seront gérées à l'image des ateliers de forgerons en Afrique, ateliers dans lesquels le maître et les apprentis forment une communauté d'intérêt pour le bien social de tout le monde. Dans ces ateliers, il n'y a pas d'heures de travail. Le travail n'est pas seulement un devoir, mais c'est également un divertissement. L'enfant de l'apprenti est l'égal de celui du maître. Le lieu de formation ou d'initiation est le même pour tout le monde. La seule différence résidant dans l'appartenance à l'un ou l'autre sexe et non à la classe sociale des parents. Il s'agit ici d'une extension de la sphère familiale. 8. Faire de l'épargne la source nourricière de tout crédit. Pendant plusieurs décennies, les spécialistes du développement ne se sont pas préoccupés de la mobilisation de l'épargne dans les pays en développement, sous prétexte qu'en raison de la faiblesse des revenus, il ne pouvait y avoir d'épargne disponible. Les pouvoirs publics ont continué à soutenir que les paysans, 70 à 90% de la population active, ne pouvaient ni ne voulaient épargner aussi longtemps que leurs revenus n'auraient pas atteint un niveau relativement élevé. Ce concept a provoqué l'asphyxie de l'épargne financière dans la grande majorité des pays, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, puisqu'aucune mesure incitative n'y était développée pour drainer l'épargne existante. Cet abandon de la possibilité de s'assumer et de maîtriser les éléments de sa politique de développement a mis l'Afrique dans une situation permanente de mendicité et son entrepreneur sous la dépendance de son concurrent étranger. Quel paradoxe!